Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors voici la vidéo complète, les 5 parties en une seule fois. Au programme, un château plein de mystères, une créature qui peut vous rendre riche, un petit conte de fées, des chats sauvant un village, et l'histoire d'un forgeron un peu atypique. Installez-vous confortablement et ne perdons pas plus de temps. Comme de nombreux autres endroits de France, il est possible de trouver des lieux contenant leur lot de légendes, et le château de Lavardin ne fait pas exception. J'ai pu dégoter quelques histoires qui sont d'ailleurs contées sur place. La première nous parlera d'un homme âgé de presque 70 ans, marié avec une jeune femme de 20 ans. Et oui, c'est une autre époque. Quoique, pas impossible de nos jours. Mais bref, l'homme aura eu 12 enfants avec elle, ce qui est plutôt pas mal, et même si c'est romancé, le fond semble lui bien réel. Une autre histoire qui va retenir notre attention sera la prochaine qui nous parle de lutins que l'on nommerait les Damaniaques. Étranges créatures qui auraient à cœur d'avoir la même taille que notre espèce. Créatures visiblement espiègles et rieuses, ils prennent un malin plaisir à se cacher dans le public durant les représentations. Malheureusement, je ne saurais en dire plus sur eux, mis à part que l'on peut connaître leur histoire sur place ou via des petits livres du coin. Et pour cette vidéo, une troisième et dernière histoire qui n'est pas sans faire écho au grand Léonard de Vinci, car il s'agit là d'une variante espagnole. J'ai nommé un certain Francisco Torrentera, grand penseur, ami des Indiens d'Amérique et inventeur visionnaire selon les dires. On peut alors y voir certaines de ses conceptions, dont des machines volantes entreposées au château de Lavardin, où l'on dit qu'il aura rencontré D'Artagnan lui-même et serait devenu ami avec l'homme aussi connu sous le nom de Charles de Batz de Castelmore. On peut alors voir dans cette exposition des automates, des machines en avance sur leur temps, des plans et j'en passe. Même si j'admets ne pas être allé voir par moi-même, ni même si les expositions sont toujours d'actualité. Cela dit, il n'est pas si surprenant d'apprendre que ce type d'homme ait pu exister durant une époque où les visionnaires devenaient de plus en plus courants. Comme je l'ai dit plus tôt, en écho au grand de Vinci qui avait déjà fait parler de lui 200 ans avant notre homme. Quoi qu'il en soit, voilà qui nous offre un petit tour du château de Lavardin qui met un point d'honneur à conserver ses histoires intactes. Si d'aventure vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous y rendre, comme le fera votre serviteur, dès que l'occasion se présentera. Nouvelle créature à ajouter dans notre bestiaire français qui se remplit un peu plus à chaque vidéo, le bien nommé Mandago ou chat d'argent dans d'autres endroits. Créature dont on dit qu'elle peut littéralement rendre riche quiconque parvient à l'attraper. Créature de petite ou moyenne taille, elle serait à mi-chemin entre le chat et le chien selon les visuels, et assez agressif bien que pas réellement dangereuse. Aussi connue sous le nom de Matago, certaines descriptions en font également un esprit pouvant prendre la forme de n'importe quel autre animal. Quant à sa spécificité, eh bien elle est très simple. Pour rester fleuri, disons que l'animal produit des pièces d'or par voie digestive. Ceux qui disent que l'argent n'a pas d'odeur n'ont donc jamais entendu parler du Mandago visiblement. Ainsi, le chasseur, l'avare ou l'homme malin saura appâter cette créature pour la maintenir en captivité afin de profiter de son talent inné qui ferait pâlir n'importe quel inspecteur des impôts. Mais ce n'est pas tout car plusieurs variantes existent sur les pouvoirs de la bête. Déjà, sachez qu'elle ne sort qu'une fois par an, ce qui la rend particulièrement complexe à attraper. Ensuite, il s'agirait d'une créature démoniaque, et donc l'attraper reviendrait à profiter d'un argent maudit dont les implications et répercussions sont encore particulièrement sombres. Ensuite, qu'il laisse tomber une pièce d'or chaque nuit et empêche tout visiteur de se lever du coffre sur lequel il est assis. Contraignant en un sens, car la créature même enchaînée soumettra encore son maître à ses propres règles. Dans tous les cas, sachez que cette fortune n'est pas acquise, contrairement à ce que vous pourriez croire. Car si le Matago daigne par obligation ou par pure affection vous faire profiter de ses bienfaits, il y a toujours une contrepartie en retour et on ne peut jamais savoir laquelle. Quant à ses habitudes alimentaires, sachez simplement que le poulet est clairement son péché mignon car il revient souvent dans les appâts recommandés pour l'attraper. Il est donc de bon ton de le nourrir avec de la volaille durant toute sa captivité si vous tenez à le retenir aussi longtemps que possible.
Une chose est sûre, aucune litière n'est plus bénéfique que celle du Matago, et ce dont je suis certain, c'est que mon chat n'en est pas un. Blague à part, nous avons fait le tour de cette créature assez différente de celle que nous avons pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et que nous réservera la prochaine ? Les fadettes peuvent avoir bien des noms, mais ce sont bien des fées comme on les appelle plus communément. Et il y a un autre nom qui ressort assez souvent dans nos légendes, je veux bien sûr parler d'un nouveau pont du diable. Cependant, il ne s'agit là pas d'un pont au sens strict où on l'entend, mais plutôt d'un phénomène géologique qui ressemble plus à une cavité dans laquelle s'écoule la rivière que l'on nomme la Rieuse. Et c'est dans cet endroit que vivent nos chères fées. Une petite histoire court d'ailleurs sur elles. Car bien cachées à l'abri de cette grotte, elles ne pouvaient malgré tout pas empêcher les humains alentour de les voir de temps à autre. Pourtant, elles savent se faire discrètes et parfois même invisibles. Et des rumeurs se répandirent peu à peu. On prétendait que le soir sous le regard de la lune, ou le matin aux aurores, on pouvait les voir laver leurs vêtements quand ils ne séchaient pas tout simplement sur des rochers. Pourtant, ce n'étaient pas les humains qui venaient réellement les embêter. Car oui, certaines fadettes se voulaient moins discrètes et s'amusaient à faire des farces aux paysans du coin, les faisant parfois même passer pour des fous auprès de leurs proches, en retirant les pointes des râteaux de bois pour les déranger dans le travail du foin, par exemple. Et arriva ce qui arriva, cela finit par énerver un agriculteur qui, excédé par les farces, décida de se rendre au pont du diable. Proche de la grotte, il parvint à attraper une des plus petites fées, encore un enfant que l'on appelle un Hadoun, pour l'emmener chez lui. La petite fée pleura du soir au matin, implorant qu'on la libère. Et sa famille, voire même parfois toutes les fadettes de la grotte, venaient entourer la maison du paysan pour passer la nuit entière à gémir. Mais l'homme demeura sourd à leur détresse. Voyant que la méthode pacifique ne fonctionnait pas, les fadettes changèrent de plan. Un matin, l'homme se leva et vit tout son troupeau envolé. Sans perdre un instant, il rendit alors sa captive, et ses bêtes lui furent alors rendues le soir même. À partir de là, ni les uns ni les autres ne se cherchèrent querelle. Les pointes de râteau restèrent à leur place, et aucune Hadoun n'eut à craindre la main de l'homme. Ou en tout cas, c'est ce que je souhaite penser pour cette fin d'histoire qui, je l'espère, vous aura plu. Dans le Gers, vous pouvez vous rendre à La Romieux, un village que l'on surnomme le village des chats. Pas sans raison bien évidemment, car il y a toute une histoire derrière. Nous devrons donc remonter encore une fois jusqu'au Moyen-Âge pour y faire la connaissance d'Angéline. Il s'agissait d'une jeune orpheline qui avait perdu son père, bûcheron abattu par un arbre. Oui, ça marche dans les deux sens visiblement. Quant à sa mère, elle se fit emporter par le chagrin peu de temps après, laissant la jeune femme seule au monde. Enfin, pas complètement. Angéline avait ses chats, pour lesquels elle vouait réellement une passion, accumulant alors les félins portée par portée, quand ce n'était pas carrément des nouveaux arrivants qui venaient profiter de sa charité. Ainsi, elle ne fut jamais vraiment seule. Malheureusement, rien ne pouvait aller bien éternellement, car une lourde période de froid s'abattit, et cela eut pour effet d'entraîner une famine dévorante, car les cultures n'y avaient pas survécu. Rapidement suivie par une épidémie de peste qui fit autant de dégâts que la faim. Les habitants furent alors contraints de manger n'importe quoi, et Angéline se retrouva à devoir cacher ses protégés pour éviter qu'ils ne se fassent attraper et dévorer. Jusqu'à ce que des jours plus cléments se présentèrent, elle fit des pieds et des mains pour protéger le plus de chats possible, toujours en plus grand nombre. Cependant, même après l'arrivée du beau temps, de nouvelles récoltes, d'animaux sauvages et tout autre bienfait naturel, le village ne resta pas à l'abri bien longtemps, car la famine guetta de nouveau depuis l'horizon, et une invasion de rats attaqua la ville, mangeant et contaminant la nourriture. Sauf que cette fois-ci, Angéline n'eut pas vraiment besoin de cacher ses protégés, car s'il existe un prédateur naturel aux rats, c'est bien le chat. Ainsi, son armée de félins n'eut pas besoin de si longtemps pour régler le problème, sauvant cette fois la ville d'un nouveau malheur. On remercia la jeune femme, et un buste en pierre fut érigé en son honneur. Les chats devinrent un symbole, les protecteurs de la cité. L'on dit aussi que le fameux buste prit peu à peu l'apparence d'un chat avec le temps qui passa. Dans le village, on peut aussi voir des effigies de chats dans différentes positions. On pourrait même les confondre avec de vrais chats par moment, et ils resteront à jamais là pour rappeler aux habitants pourquoi La Romieux restera le village des chats, et surtout, pour quelle raison. On prétend que non loin du pont de Pile vivait un forgeron connu pour sortir particulièrement du lot. Non chrétien, il était aidé à la forge par un loup qui actionnait la roue de son soufflet, et aucun apprenti qui s'était présenté à lui n'avait survécu à ces épreuves. Pourtant, un jeune garçon était bien décidé à réussir là où d'autres avaient échoué, car il lui fallait gagner de l'argent pour lui et sa mère.
Ainsi, il se présenta auprès du forgeron solitaire et parvint tant bien que mal à surmonter ses épreuves. Le forgeron le reconnut alors aussitôt comme son apprenti officiel. Seulement, l'homme insista sur un point. Il ne devrait pas vivre avec lui, ni manger en sa compagnie, ce qui intrigua le garçon, curieux de connaître les secrets du forgeron. Il le suivit donc un soir alors qu'il s'éloignait de sa forge pour rejoindre sa maison. L'apprenti fut alors surpris de découvrir que l'homme avait une fille qui se nommait la Reine des Vipères, et qui en plus imitait le cri d'un grillon pour l'appeler. Cette dernière avoua alors être tombée éperdument amoureuse de son apprenti, et l'homme lui promit un mariage dès que les deux jeunes gens seraient en âge pour cela. Ensuite, le forgeron s'éloigna et gagna le bord de la rivière, toujours sous le regard caché de son apprenti. Le spectacle qu'il vit alors lui coupa le souffle, quand le forgeron se changea en loutre alors qu'il retirait sa peau pour la cacher dans le creux d'un arbre, avouant à demi-mot qu'il devrait la retrouver au lever du jour. Car oui, le forgeron était maudit, condamné à se changer en loutre, et s'il oubliait une fois de remettre sa peau d'homme, alors loutre il resterait. Le temps passa, et l'apprenti resta fidèle à son maître. Au détour d'une mission, il rencontra même l'amour et une promesse de mariage fut scellée. Mais le forgeron ne l'entendit pas de cette oreille, et un jour, il dupa le jeune homme en le droguant, et l'enferma dans sa forge pour le forcer à épouser sa propre fille. Jamais l'apprenti ne céda, même lorsque la Reine des Vipères elle-même venait pour le convaincre. Il souffra 1000 maux sans jamais faillir à sa promesse initiale. Et un jour, il parvint à duper la fille du forgeron qui le libéra, et d'un coup de hache, il fit échapper un dernier soupir à la vipère. Quant au forgeron, lorsque le jour se leva, il ne trouva pas sa peau d'homme dans sa cachette et fut condamné à rester une loutre pour le reste de ses jours. L'apprenti tenait enfin sa vengeance. Il ne se pria même pas de faire savoir à l'homme impuissant que désormais il n'avait plus ni forme humaine, ni fille, ni plus rien. L'apprenti fut satisfait de son sort, et sans perdre un instant, il récupéra ses affaires pour prendre la route en direction de sa bien-aimée, qui avec le temps qui avait passé, était en âge de se marier. Voilà qui met fin à cette série d'histoires dans le Gers. J'espère qu'elles vous auront plu, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Nous irons un peu plus haut en France cette fois. Et j'ajoute au passage que nous en sommes déjà à un quart de notre voyage dans les contes et légendes folkloriques de la France, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, des évolutions sont encore à venir sur la chaîne, j'y travaille quand le temps me le permet, et une petite surprise est en approche, mais je ne vous dirai rien de plus. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt.